Merci beaucoup, bonjour à tous, ravi d'ouvrir cette deuxième journée de Politeia en parlant justice, à nouveau comme hier à la même heure. Nous sommes aujourd'hui avec Gilbert Thiel, qui est en face de moi, ancien magistrat, originaire donc de Metz et pas de Nancy, comme je le pensais. On vous connaît dans la région notamment et au-delà. On se souvient que vous avez travaillé sur quelques dossiers médiatiques, notamment les instructions concernant Simone Weber et à Paris Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, mais aussi pour vos fonctions antiterroristes, notamment concernant des affaires corses et notamment l'assassinat du préfet Erignac. À votre gauche, maître Thierry Moser, vous êtes avocat, retraité. Avocat honoraire, mulhousien. On vous connaît aussi un petit peu, principalement dans la région. Vous conseillez les parents de Grégory Villemain. À ma droite, Joyce Sorman. Vous êtes autrice, femme de médias. Vous avez écrit ce livre, À la folie, dont on parlera sans doute tout à l'heure, qui est une plongée dans l'univers psychiatrique. Qui est passionnant, et vous serez aujourd'hui un petit peu notre caution société civile face à deux professionnels du droit qui vont nous expliquer un petit peu la détention et tout ce que le droit recèle dans cette importante mission et cette question donc qui sous-tend notre débat: peut-on enfermer les autres? Je voulais commencer avec vous, maître Moser, sans forcément faire un cours de droit sur le code de procédure pénale. Tâcherai de ne pas être trop ennuyeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros les grands principes de droit qui fondent la détention dans le système judiciaire français? Prenez votre micro, maître. Merci. Je vais essayer. Alors faisons du concret. Imaginons une charmante vieille dame qui se promène gentiment dans la ville. Et puis, on va lui donner un nom gentil, on va l'appeler Prudence Petit Pas. Et puis, Prudence Petit Pas trottine gentiment, elle est heureuse de vivre, et elle n'imagine pas que dans quelques instants, sa vie va basculer. Subitement, il y a un énergumène qui va se précipiter sur elle, qui va lui arracher son sac, elle chute, sa tête va heurter violemment la bordure du trottoir, elle perd connaissance, et elle va malheureusement mourir dans les heures qui suivent. L'agresseur, évidemment, qui a volé le sac à main de la dame, s'enfuit à toutes jambes. L'enquête est déclenchée, la police investigue pour tenter d'identifier le malfaiteur qui a commis cette mauvaise action. Et finalement, il y a un témoin qui va se présenter à la police et qui dit « Moi, j'ai vu un tout petit morceau de la scène, pas grand-chose, et je peux donner un signalement très très vague de l'agresseur ». Et puis effectivement, ce témoin déclare que l'agresseur avait un capuchon, que la scène s'est déroulée très vite et que lui n'a vu qu'un petit morceau de la scène. Bon. À partir de là, la police montre à ce témoin des photos de certains mauvais garçons de la région et ce témoin croit, j'insiste là-dessus, reconnaître sur une photo celui qui pourrait, je parle au conditionnel, être l'agresseur de Prudence Petit Pas. Bon. Et la police, à ce moment-là, se dit « Ah ben tiens, celui-là, on le connaît, il a déjà été condamné, il a mauvaise réputation, ça pourrait effectivement être lui. » Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ce gaillard? Comment se déroule une enquête? Et peut-on enfermer le suspect? À quelles conditions et à quel moment? C'est à ce moment-là le stade de l'enquête initiale et la police décide, comme il y a des raisons de penser que ce monsieur, je vais l'appeler Pat Hibulaire. Tiens, voilà, ça fait penser à une bande dessinée. Pat Hibulaire, voilà. Bon. Donc, ce Pat Hibulaire pourrait être peut-être celui qui a agressé la vieille dame. Peut-on l'enfermer? Peut-on le placer en garde à vue? Peut-on exercer une coercition à son endroit? Alors là, réponse oui. Je simplifie, réponse oui, mais en respectant certaines règles de fond et de forme très strictes. Et c'est tout le problème de la garde à vue dont vous avez entendu parler les uns et les autres, et vous savez certainement que la matière de la garde à vue a été réglementée, d'ailleurs assez récemment, c'était en 2000, monsieur le juge, c'était en 2010 ou 2011, me semble-t-il, voilà. Je fais appel à votre considérable science juridique, voilà.
La mienne aussi est défaillante de temps en temps. Bon, bien. Donc je disais que la matière de la garde à vue a été modifiée et la grande idée actuellement de la législation, c'est de donner aux gardés à vue des droits. Parce que c'est quand même un peu fort de café de placer quelqu'un en garde à vue, de l'enfermer, de le retenir pendant 24 ou 48 heures. C'est quand même fort de café, alors qu'on ne sait même pas s'il a commis une infraction. Il est un simple suspect. Bon. Alors, le gardé à vue dispose depuis une dizaine d'années de droits assez conséquents. Il a le droit, lorsqu'il est placé en garde à vue, d'abord, il a droit à une information précise sur ses droits par l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Il peut aviser un membre de sa famille, il peut réclamer une visite médicale, il peut réclamer un avocat, la présence d'un avocat qui va l'assister. Il a le droit au silence, alors ça aussi, ça me paraît important. Souvent, on pourrait penser que le gaillard qui veut garder le silence, c'est qu'il a des choses à cacher, donc il est nécessairement coupable. Eh bien non. Réponse non, la loi a prévu la possibilité pour le gardé à vue de garder le silence et on ne peut pas, en principe, théoriquement du moins, en tirer des conséquences négatives pour lui. Voilà. Donc, supposons que notre patibulaire est placé en garde à vue, il est auditionné, l'OPJ le questionne assidûment. Où étiez-vous au moment de l'agression? Qu'avez-vous fait, etc., etc. Patibulaire conteste farouchement, je n'ai rien fait, je suis innocent comme l'enfant qui vient d'arriver au monde, et demandez à ma petite copine, j'étais à l'autre bout de la ville, au domicile de ma petite copine, nous étions en train de passer du bon temps ensemble, elle et moi, donc j'ai un alibi. Bon, la police va auditionner la petite copine qui... Et il ajoute, je fais le choix de Maître Moser pour assurer ma défense. Non. N'écoutez pas ce monsieur. Il est vraiment, il dit parfois un petit peu des choses extravagantes. Bon, bien, voilà. Donc notre gaillard, notre patibulaire conteste farouchement. Il donne un pseudo-alibi qui vaut ce qu'il vaut. Et finalement, il est déféré devant le juge d'instruction. Alors là, maintenant, nous sommes au stade du juge d'instruction. Et la question qui se pose, elle est double. Question 1, est-ce qu'il sera mis en examen pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner? Et question numéro 2, est-ce qu'il sera placé en détention par le JLD? Le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention. Peut-on le placer en détention à ce stade? Peut-on l'enfermer alors qu'on ne sait toujours pas? On ne sait toujours pas s'il a commis l'agression, on ne sait toujours pas s'il est coupable ou pas. Donc peut-on prendre le risque d'enfermer un gaillard qui éventuellement pourrait être coupable ou éventuellement innocent? Alors là, il y a deux idées à développer rapidement, puisque vous m'avez demandé de simplifier, vous avez raison, deux idées à développer. La première idée, c'est que d'après la loi, la liberté, c'est le principe posé par la loi. Et la détention provisoire, dite provisoire, c'est l'exception. Selon la loi, cette détention dite provisoire, on l'appelait préventive autrefois. Maintenant, on l'appelle provisoire depuis l'époque de Badinter, me semble-t-il. Bon. Donc, cette détention provisoire doit être absolument exceptionnelle et cette détention ne doit être mise en œuvre que dès lors qu'il n'y a aucun autre moyen d'assurer le bon déroulement de l'enquête, parce que si on remet par exemple patibulaire en liberté, totalement, sans aucun contrôle, il peut aller, éventuellement il peut récidiver, parce qu'au demeurant, je ne l'ai pas dit, mais enfin, c'est un toxicomane, il a l'habitude de faire des choses pas très bien pour se procurer de quoi acheter des produits stupéfiants, donc il faut que cette détention provisoire se justifie de façon très minutieuse. Et deuxième observation que je veux faire, c'est que cette responsabilité d'incarcérer ou non à titre provisoire est prise non pas par le juge d'instruction, mais par le juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire qu'on a dissocié la fonction d'investiguer, ça c'est le boulot du juge d'instruction, et la fonction de régir le sort, liberté ou pas liberté, du suspect. Et là, effectivement, le JLD peut, par une décision soigneusement motivée, il peut décider le placement en détention de notre grand ami patibulaire, n'est-ce pas? Je dis ironiquement, cela va de soi. Et celui-ci peut d'ailleurs exercer un recours contre cette décision de placement en détention provisoire. Donc vous voyez donc que la loi organise des garanties, des garde-fous. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça c'est un autre problème. On peut en débattre tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais enfin, il y a quand même, depuis maintenant, je dirais 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a pas mal d'efforts
législatifs qui ont été faits pour que les droits du gardé à vue et de celui qui est le mis en examen, pour que ces droits soient sauvegardés autant que faire se peut. Et ensuite, eh bien, vous le savez comme moi certainement, l'instruction va déboucher, le travail du juge d'instruction va déboucher soit sur un renvoi de patibulaire devant la juridiction de jugement, qui serait en l'espèce la cour d'assises, puisqu'il y a quand même la mort d'un être humain, ce qui est gravissime, ou alors l'instruction peut déboucher, le cas échéant, sur un non-lieu si la justice estime n'avoir pas d'éléments suffisants, nécessaires et suffisants, pour soumettre le problème à ceux qui auront la responsabilité de juger. C'est la cour d'assises, et peut-être que parmi vous, il y a d'anciens jurés, j'en sais strictement rien. Si tel est le cas, évidemment, vous savez très bien comment les choses se déroulent au stade de la juridiction de jugement. Voilà en quelques mots, j'espère avoir été assez clair et pas trop confus dans mes explications. Merci maître. Gilbert Thiel, comment le magistrat que vous êtes explique que l'enfant... On est toujours un petit peu magistrat, vous êtes toujours un petit peu avocat. J'ai toujours la mentalité voilà. Oui, de l'homme de loi, oui, autant que possible. Oui. L'enfermement, je crois que c'est pas malsain d'ailleurs. Comment vous expliquez que l'enfermement soit la valeur cardinale, l'alpha et l'oméga de la sanction pénale en France ? C'est une affirmation de votre part. Vous savez, il y a les textes et leur application. Maître Moser vient de rappeler que maintenant, le gardé à vue... Thierry Moser. J'étais indépendant, mais maintenant, je suis devenu très, très obéissant. Donc, je vais faire comme il le dit. Il a déjà indiqué que la garde à vue, qui est une privation temporaire de liberté, qui peut aller jusqu'à 96 heures, voire même au-delà pour les affaires de terrorisme international qui nécessitent des investigations à l'étranger. Mais enfin, disons, en gros, le droit commun, c'est 48 heures, 24 heures prolongeables une fois 24 heures. En terrorisme ordinaire, avec tous les guillemets du monde, c'est 96 heures, et terrorisme avec des implications internationales qui impliquent donc des investigations à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 96 plus 48, je vous laisse faire le calcul vous-même. Donc, cette garde à vue, j'ai une privation temporaire de liberté sans l'intervention d'un juge, sauf que le placement en garde à vue est une mesure de police que ne peut pas prendre un magistrat, mais la prolongation de la garde à vue ou la fin de la garde à vue, c'est forcément un magistrat qui va l'ordonner. Alors, pendant longtemps, cette mesure privative de liberté n'accordait aucun droit particulier au gardé à vue. Et puis, on a estimé nécessaire de donner un certain nombre de garanties en raison de cette privation de liberté. Et c'est devenu un véritable statut. Ce qui fait que maintenant, si vous vouliez entendre quelqu'un sans le mettre en garde à vue, il peut se retourner contre vous après en disant « vous l'avez fait pour me priver d'un certain nombre de garanties ». Donc, ça, c'est déjà une perversité du système. Vous ne m'avez pas mis en garde à vue pour m'entendre, pour essayer de me coincer, alors que si vous m'aviez mis en garde à vue, j'aurais dû avoir droit à l'assistance d'un avocat, à la présence ponctuelle d'un médecin pour examiner mon état de santé, etc., etc. Donc, juste pour dire déjà que là, l'enfer est déjà pavé de bonnes intentions. Et il l'est encore aujourd'hui, puisque lorsque j'ai débuté ce qui me tient lieu de carrière, car vous savez que mon titre, celui dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été le magistrat le plus ancien dans le grade le moins élevé. Eh bien, quand j'ai commencé en 1978 à Nancy, on venait juste de passer de l'enquête qui s'appuyait essentiellement sur les aveux, l'aveu la reine des preuves, à une démarche un peu plus scientifique avec 1000 guillemets, mais en tout cas qui va s'appuyer davantage sur la police scientifique. Donc c'est en gros au milieu de la décennie 70 qu'on n'avait plus le droit, par exemple, on l'a jamais eu, la police ne l'a jamais eu, mais de coller des taloches dans la tête des gardés à vue, ni même de leur mettre un projecteur pendant la garde à vue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin en ce qui me concerne. Vous voyez donc qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Donc on est passé
vers une démarche un peu plus clean de l'enquête. Mais lorsque vous dites c'est l'alpha et l'oméga, la garde à vue et surtout la détention provisoire pour l'instruction, je le sais puisque ce que vous a dit Thierry Moser est exact. Il a fallu attendre le 1er janvier 2001 pour que ce ne soit plus le juge d'instruction qui prive de liberté un individu qui n'est pas jugé, parce que c'est ça que ça veut dire, cette présomption d'innocence sur laquelle on débat en permanence. Ça ne veut pas dire que le type est innocent ou qu'il est coupable, ça veut simplement dire que, contrairement à ce qui se passe dans les pays totalitaires, eh bien, on ne peut pas être condamné, sauf par une juridiction de jugement qui fonctionne selon un certain nombre de principes. Dans les pays totalitaires, on peut citer, c'est un peu d'actualité, l'ancienne Union soviétique. Eh bien, vous aviez des gens il y avait 2 catégories. Ceux qui allaient en détention provisoire, mais le provisoire durait éternellement et qui n'étaient jamais jugés. Et les autres, puisque le système était bon, eh bien, tous ceux qui allaient contre les lois du système, c'est que c'était des malades mentaux, puisqu'ils ne percevaient pas la qualité du système sous lequel ils vivaient. Donc, c'était la psychiatrisation des cas de délinquance et de criminalité. Alors, on peut parler à l'infini de la détention provisoire. Ça avait le débat des dates du siècle dernier, voire de celui d'avant encore. C'était Maître Badinter qui disait on ne peut pas être Maigret et Salomon à la fois, donc on ne peut pas juger, celui qui mène l'enquête ne peut pas placer en détention provisoire. Donc ça a été la création par la loi du 15 juin 2000, la loi d'Elisabeth Guigou, du juge de la liberté et de la détention. Donc c'est plus le juge d'instruction qui met en détention, sauf que cette détention provisoire, elle est estimé nécessaire pour les besoins de la bonne poursuite de l'information, pour éviter que la personne ne se concerte ou ne fasse pression sur des témoins, ne se concerte avec des co-auteurs, prenne la fuite, parce que c'est ça les risques de renouvellement de l'infraction. Et de la même façon que le médecin, il apporte une attention tout à fait particulière à ces malades chroniques, eh bien le juge il apporte une attention particulière aux multirécidivistes, parce que on n'est pas là pour se faire plaisir, surtout dans ce domaine-là, mais on est là pour garantir les droits et libertés individuelles, mais on est là aussi pour sauvegarder les intérêts de la société. Donc si vous laissez en liberté comme ça par grande générosité, mais vous faites ce pari sur la peau des autres, vous allez laisser un tueur en série en liberté provisoire au motif, vous allez le laisser en liberté au motif qu'il n'a pas encore été jugé. À l'évidence, non, puisqu'il ne sait pas s'arrêter. De la même façon, dans un certain nombre de crimes particuliers, et notamment les crimes terroristes, ben c'est la même chose. Crimes terroristes, tueurs en série, actes de violence grave, car il ne faut pas se leurrer. Si la justice, qui n'est pas parfaite, mais fait preuve d'un trop grand laxisme, ce sont les gens qui vont faire leur propre justice. Et la justice privée est encore bien plus imparfaite que la justice des hommes. Donc on a un système sur lequel on a longtemps débattu. Alors vous allez me dire Outreau, c'est l'exemple même de la défaillance du système judiciaire, et pas d'un seul homme. En tout cas, Fabrice Burgot n'était pas le juge qui a statué sur les mesures de détention, puisque cette affaire d'Outreau est intervenue après la mise en œuvre du juge des libertés et de la détention. Donc il ne suffit pas d'être trois, il ne suffit pas d'être différent du juge d'instruction pour rendre une justice qui soit acceptable. Et là, les défaillances l'ont rendu complètement inacceptable. Merci. Joyce Roman, quel regard vous portez? Oui, bien sûr, maître. Simplement, donc ce que dit Gilberti, il est tout à fait exact, je souscris. Simplement, je veux insister sur le fait que la justice est humaine, et pour que ça fonctionne bien, il faut non seulement des lois bien fichues, mais il faut aussi des êtres humains
consciencieux, compétents, dévoués, et on n'est pas tous aussi compétents les uns que les autres, on n'est pas tous aussi dévoués les uns que les autres. Donc ça repose aussi beaucoup, pas seulement sur le facteur légal, mais aussi sur le facteur humain. Et c'est en cela que la justice est à la fois sensationnelle et terriblement inquiétante. Joël Sormand, il vous paraît humain, ce système judiciaire ? J'aimerais réagir sur ce qui a été dit là de manière plus précise, parce que l'idée c'est de débattre. Sur vos deux interventions, d'abord, Maître, votre premier récit, je le trouve assez emblématique dans la mesure où vous avez pris comme exemple une femme qui se fait agresser. Cette femme, c'est une bonne citoyenne qui a un prénom qui rassure, qu'on imagine insérée, n'ayant jamais enfreint la loi. Et évidemment, celui qui l'agresse est un type, comme on dit, défavorablement connu des services de police, qui a sans doute un casier judiciaire, qui s'appelle patibulaire. Donc déjà dans le récit, on est dans cette espèce de partition sociale qui fait que la bonne bourgeoisie se fait agresser par un prolétariat délinquant, pour le dire rapidement. Donc je suis pas en train de vous le reprocher, mais pour moi c'est assez emblématique de ce que représente l'exercice de la justice, enfin ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne plutôt, c'est-à-dire elle met en lumière une forme de guerre sociale, de guerre des classes, puisqu'on sait très bien que la grande majorité des gens qui sont jugés sont issus des classes les plus défavorisées, que les classes hautes se retrouvent rarement dans les tribunaux, ou alors pour des affaires de délits financiers ou ce genre de choses. Donc il y a... alors il ne s'agit pas de dire qu'il y a des préjugés, même s'il y a des préjugés. Je pense qu'on ne peut pas juger sans préjugés. C'est impossible d'arriver comme ça. La justice des hommes, justement, elle est imparfaite à cause de ça, parce qu'elle ne peut pas s'abstraire des tempéraments des hommes qui jugent, de l'état politique, social d'un pays. Donc, voilà, j'ai l'impression que vous avez finalement avoué d'une certaine façon, le terme n'est peut-être pas exact, qu'il s'agissait quand même de mettre en scène. Alors, non pas que la justice le fasse, mais elle prend acte de cette espèce de guerre des classes qui éclate. Enfin, il se trouve que l'année dernière, j'ai assisté par exemple à beaucoup d'audiences de comparution immédiate, et j'avais l'impression d'assister vraiment à cette guerre des classes. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez raconté cette histoire en inversant les rôles, par exemple, en disant que Patibulaire s'était fait agresser par Prudence? Est-ce que personne n'y aurait cru ici? On aurait pu donner des exemples aussi, ça existe aussi. Mais c'est vrai, je souscris à vos propos, vous avez globalement raison. J'aimerais simplement dire aussi ceci, c'est que deux observations. Un, il y a le recrutement des magistrats a changé depuis, je ne sais pas, 20 ou 25 ou 30 ans. Autrefois, c'était des notables, et maintenant, les magistrats sont issus de tous les milieux sociaux. C'est très bien, il y a plus de diversité, et ça, c'est un facteur, je crois, d'équilibre. Première observation. Deuxième observation, c'est que, là où vous avez entièrement raison, le travail de l'autorité étatique, notre État, c'est pas seulement de réprimer la délinquance, c'est aussi et surtout de cerner les causes de la délinquance et de chercher les remèdes. Parce que je suis convaincu que si dans notre pays, on arrive à introduire plus de justice sociale, plus d'égalité, à ce moment-là, on va diminuer ipso facto, me semble-t-il, la délinquance. Et ça, c'est un chantier sur lequel on ne travaille pas suffisamment, me semble-t-il. Oui, puis je ne pense pas que la prison, en l'occurrence, soit la solution, parce que justement, sur cette histoire... Alors, je termine juste un mot. Prudence, si elle avait agressé Patibulaire, c'est Prudence qui aurait comparu devant ses juges. Parce que même un multirécidiviste n'a pas à être agressé dans la rue, pour quelque raison que ce soit. Donc la réponse, elle est aussi simple, sans tomber dans l'angélisme. Si Prudence avait agressé Patibulaire, c'est Prudence qui aurait eu à rendre des comptes à la justice. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que les bourgeois échappaient à la justice. Je dis que, étonnamment, quand on fait le récit d'une agression, la personne qui est agressée est Prudence. Mais évidemment qu'elle aurait été aussi devant la justice. C'est pas du tout ce que je voulais signifier. Je dis juste qu'on pense à travers
un cadre social, des préjugés sociaux, et les récits qu'on produit sont innervés par ces préjugés de classe. Maintenant, sur justement l'affaire de la détention et de la prison. En effet, comme vous l'avez dit, la prison est la matrice centrale de la justice, c'est-à-dire que ça nous apparaît aujourd'hui comme la solution punitive la plus évidente, exemplaire, emblématique, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Alors, il y a les tiges, il y en a d'autres, mais on sait que malheureusement, on y a peu recours. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on pense la prison comme cette espèce de solution punitive absolue, alors que finalement, ça fait que 2 siècles que la prison est devenue la solution centrale, répressive centrale en France. C'est-à-dire que avant 2 siècles, il y avait un panel de peines beaucoup plus large. Alors, je ne dis pas qu'il faut rétablir le bagne, la déportation, la flagellation en place publique, etc. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que c'est étonnant de voir que on n'arrive plus à penser une espèce de diversité des peines, qu'on n'arrive plus à penser aussi, par exemple, des phénomènes de compensation, des phénomènes d'arrangement d'individu à individu. Et la prison a pris toute la place mentale. Alors en plus, on sait quand même que, vous parliez de récidivistes, elle produit de la récidive, c'est-à-dire que, évidemment, que les gens multirécidivistes, on les met en détention provisoire. Mais on sait que les mettre en détention, c'est favoriser la récidive, puisqu'on sait que les prisons sont des machines à récidive et sont des machines à crime. Les prisons coûtent une fortune, par ailleurs, à la collectivité. On sait très bien que quelqu'un qui va en prison, c'est une famille dehors qui, tout d'un coup, perd des moyens financiers. Donc la spirale de la délinquance peut, comme ça, continuer à l'extérieur. Je ne vais pas vous faire un cours sur les prisons surpeuplées, tout le monde et délabrées, tout le monde le sait. Donc, pour moi, il y a un problème à ne pas arriver à changer ce paradigme central de la prison dont on sait que c'est une catastrophe. Et dans cette histoire de détention provisoire, vous dites évidemment un tueur en série, un terroriste, on ne va pas le laisser en liberté, et je suis bien d'accord avec vous. Mais on sait très bien qu'en détention provisoire, il y a des dealers de shit, des gens qui ont perdu des livreurs sans papier qui ont perdu tous leurs points sur leur permis. On sait très bien que cette petite délinquance, elle participe à la surpopulation carcérale. Donc la détention provisoire, elle est aussi pour des petits délits qui sont liés à cette récidive dont vous parlez, qui tombent de manière totalement automatique, c'est-à-dire que on applique une espèce de grille, et donc cette détention provisoire, elle ne fait qu'entretenir comme ça un cycle de répression et de précarité. Voilà ce que je voulais. C'est une manière de permettre le débat et la discussion entre nous. Gilles Bertil, la prison est-elle utile pour la société ? La prison est-elle utile à la société? L'amputation d'un membre de quelqu'un qui a la gangrène, et je ne fais pas la comparaison directe, mais ce que je veux dire, le chirurgien, il est là pour sauvegarder l'intégrité physique des gens. Mais il y a des moments où des opérations majeures doivent intervenir pour éviter que ce soit tout le corps qui soit gangréné. Alors je ne suis pas en train de dire, bien sûr, que la prison doit devenir un système d'élimination sociale, mais enfin, on me dit avant, tout est centré sur la prison depuis 2 siècles, pour ce que vous venez de dire. Ben, attendez, vous vouliez quoi? Avant, c'était quoi? C'était les ordalies, c'était les jugements de Dieu. Je te plonge la main dans de l'huile bouillante. Si tu es brûlé, c'est que tu es coupable. Et si ton bras ressort indemne de toute brûlure, eh bien, en définitive, c'est que tu es innocent. On n'en a jamais trouvé un qui avait ressorti son bras de la bassine d'huile bouillante. Et puis il y avait l'histoire de la noyade. Si on te jette dans le fleuve, si tu te noies, c'est que tu étais innocent, mais comme on n'arrive pas à le ranimer. Et puis si tu surnages, eh bien on va t'exécuter d'une autre façon, parce que c'est ça. La prison, lorsqu'elle est devenue
je dirais pas l'alpha et l'oméga de la peine, mais enfin, lorsqu'elle a pris une place centrale, c'est qu'on a abandonné la torture, la justice inquisitoriale, mais la vraie, celle de l'inquisition religieuse. Alors, c'est une première chose. Alors, on sera d'accord sur l'état des prisons. Quand vous dites que ça coûte une fortune par rapport au budget de la justice, puisque c'est depuis 1911 que l'administration pénitentiaire a été rattachée à l'institution judiciaire. Et la justice en a payé le prix parce qu'on a toujours été, peut-être aussi c'est parce qu'on évolue vers une société de plus en plus violente, vers une augmentation des moyens de l'administration pénitentiaire, mais sans jamais refaire le retard qui était le nôtre. On a à peu près 25 à 30 000 places de prison en moins qu'un pays connu pour être particulièrement liberticide. Je cite la Grande-Bretagne. Donc, effectivement, on est en face de tas de problèmes, mais enfin d'avoir l'angélisme, je vous le dis comme je le pense, de se dire que s'il y a des récidivistes, c'est vrai que la prison, compte tenu des faibles moyens qui lui sont alloués, et ce sont des moyens pas considérables qu'il faudrait par rapport au budget de l'État, c'est important dans le cadre du budget rapporté à la seule justice, mais dans le cadre du budget de l'État, il n'en faudrait quand même pas des 100 et des 1000 pour accorder des conditions de détention décente à des détenus, pour ne pas avoir des prisons infestées par les rats et pour ne pas avoir cette promiscuité qui peut s'avérer extrêmement dangereuse pour la suite. Un mot juste sur les travaux d'intérêt généraux. Travail d'intérêt général, ben oui, c'est bien beau. Simplement, il n'y a pas suffisamment d'emplois qui sont ouverts à ce titre-là, de la même façon que le travail des détenus. Hein. S'ils avaient du travail, on pourrait déjà les occuper, ils ne passeraient pas leur temps indéfiniment devant la télévision. Donc il y a loin de la coupe aux lèvres. Et puis travail d'intérêt général, j'ai été pendant un seul mandat élu locaux, j'ai bien vu comment ça se passait. La justice nous demande, vous n'avez pas des travaux à donner à des gens qui ont été condamnés. Alors, dites, je vais faire repeindre le mur du cimetière. Alors, vous avez déjà la levée de bouclier, parce que c'est comme ça, madame, hein, c'est beaucoup plus compliqué que les dogmes. Vous avez les entreprises de peinture qui disent c'était un boulot qu'on aurait pu avoir nous. Eh bien, puisque vous le confiez aux détenus qui vont travailler gratuitement, eh bien, je vais être obligé de licencier. Et puis, quand je licencierai, eh bien, j'aurai des charges sociales en moins. Donc, tout est compliqué. Mais l'idée de se dire, il y a d'un côté les méchants, ceux qui assurent la répression, comme il y aurait peut-être les méchants chirurgiens, les disciples d'Ambroise Paré. Non, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc les pauvres sont gentils, les riches ou les bourgeois, puisque vous avez employé le terme, sont les méchants. Et finalement, si les pauvres sont pauvres, c'est du fait de l'institution judiciaire. Et si les riches sont riches et les bourgeois sont des bourgeois, c'est grâce à eux. Non, madame, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez une délinquance financière que vous avez citée. Je vous rappelle quand même qu'avant 1970 et les années 70, c'était un champ laissé en complet état de déshérence que la délinquance économique et financière. On ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un qui ait un statut social, à plus forte raison un statut politique, puisse comparaître devant une institution pénale. Ce n'est pas que ce soit Byzance maintenant, mais au moins la justice donne au moins l'apparence, et je pense que c'est même un peu plus que l'apparence, d'être appliquée à tout le monde. Et avant de supprimer un système, encore faudrait-il pouvoir en proposer un autre autrement que par des formules. Tu es sûrement, et puis oui, juste après, je réponds juste. Bon, vous caricaturez complètement ce que je viens de dire, donc je vais pas insister. J'ai évidemment pas dit que les bourgeois. C'est de la déformation professionnelle de ma part. Les bourgeois étaient méchants et les pauvres étaient gentils.
je ne suis qu'écrivain, mais je suis pas non plus bête à ce point. Je décrivais en fait juste un état de fait. Il se trouve qu'il y a des classes sociales. Alors je sais que parfois dans les tribunaux, on n'a pas trop envie de regarder ça, parce que c'est vrai que je vous renvoie sans doute un auteur que vous appréciez pas, qui s'appelle Geoffroy de Laganerie, qui est un sociologue qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Juger, et qui raconte comment justement la prise en compte du monde social est souvent invisibilisée dans les audiences. Alors elle est justement prise en compte par les avocats, mais très peu par les juges. Donc pour moi, il ne s'agissait pas de dire il y a les méchants, les gentils. Il s'agissait de décrire un état de fait, c'est-à-dire les classes sociales existent. Alors j'ai pris bourgeois pour le dire de manière assez rapide, mais enfin je pense qu'on voit à peu près à quoi je fais référence. Et donc il s'agit juste de constater que voilà, dans les tribunaux sont rarement jugés les bourgeois. Je ne suis pas en train de dire que le peuple est victime de la bourgeoisie. Je dis juste que c'est un état de fait qui s'explique évidemment par des conditions de vie. La délinquance n'est pas le fruit d'un tempérament pervers individuel, mais d'un ensemble de conditions sociales, politiques, économiques, biographiques. Vous le savez mieux que moi. Donc je voulais juste quand même préciser ce point. Et après, et évidemment, là aussi vous caricaturez, j'ai pas dit que c'était tellement plus génial de tremper quelqu'un dans un bain d'huile bouillante ou de l'écarteler en place de crème. Vous avez dit ça. Non, mais quand vous dites, quand même avant on ébouillantait les gens, la prison c'est vachement mieux. Je trouve que c'est un peu rapide de dire ça. Évidemment que vu comme ça, je serais d'accord avec vous. Mais cette manière alors moi déjà, je voulais juste, avec cet exemple des peines d'autrefois, entre guillemets, je voulais juste dire que il y a une époque où on pouvait penser un plus grand panel de peines, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'on pouvait penser des peines alternatives, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et dire que... Il n'y en a jamais eu autant que maintenant. Je parle sous le contrôle de... Oui, mais enfin, elles sont pas mises en œuvre. Les prisons... La population carcérale explose depuis des dizaines d'années. Des délits qui, autrefois, ne faisaient pas aller en prison, comme des délits routiers, ont été criminalisés de telle sorte que maintenant, des gens qui, autrefois, n'allaient pas en prison pour des histoires de permis de conduire, y vont. Donc il y a une expansion comme ça de la criminalisation de délits qui avant étaient beaucoup plus banals. Bon, ce que je veux dire, c'est que sur cette manière d'envisager la prison comme quelque chose qui serait plus humain, entre guillemets, nous dispense de penser précisément que la prison reconduit aussi une contrainte sur les corps, des formes de torture, d'isolement, de mort sociale. La prison, c'est le lieu de la privation de tous les sens. Voilà, il y a une inhumanité de la prison, et je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire avant c'était inhumain parce qu'on écartelait les gens, et maintenant quand même on les traite mieux. Ils ont la télé dans leurs cellules, et voilà, et on ne les torture pas avec de l'huile bouillante. Bon, après, moi, je ne suis pas une militante de la prison, comme vous l'aurez compris, et on n'est pas d'accord. Mais je ne voulais pas que mes propos soient ramenés à quelque chose de trop binaire. Thierry Moser, je ne suis pas un militant de la prison, je suis un usager. Sur les alternatives à la prison, oui, je voudrais il y a quand même un constat qu'on semble faire, c'est que pour le justiciable lui-même, et je ne sais pas si votre activité professionnelle confirmera cela, il semble que une alternative à la détention par celui qui la vit et pas forcément vécue comme une sanction. On entend souvent que tiens, si je ne vais pas en prison, du coup, c'est que finalement je ne suis pas condamné. C'est pas vraiment une sanction. Donc la prison est elle-même intégrée par le justiciable lui-même comme pas la seule sanction, mais quasiment l'unique sanction qui porte quelque chose. Quel est votre regard là-dessus ? Je pense qu'il faut évidemment éviter les courtes peines d'emprisonnement qui sont désocialisantes. Alors là, je partage effectivement votre avis, mais je pense également que vous êtes peut-être, selon moi, trop confiante dans la bonne volonté des individus. Moi, je pense qu'il faut être clairvoyant. Nous sommes dans une société qui est violente. Cette société doit se défendre. Si la société ne se défend pas, c'est la porte ouverte à plus d'infractions. Alors je pense qu'effectivement, pour me résumer, les courtes peines d'emprisonnement désocialisantes, il faut les éviter. Je pense qu'il faut donner encore plus d'extension
et de développement aux mesures alternatives à la prison, le bracelet électronique, etc., enfin ces choses-là. Et puis je voudrais aussi dire que, deuxième observation, s'agissant des finalités de la sanction, il y a aussi, me semble-t-il, dans nos esprits une évolution. Je m'explique. Pendant longtemps, la peine pénale, la sanction pénale, c'était pour punir, c'était l'expiation du coupable, la rétribution. On donnait satisfaction à la partie civile. Et maintenant, il y a, me semble-t-il, depuis pas mal d'années, une évolution dans la réflexion. On cherche également, à travers la sanction, le juge de bonne foi et de bonne volonté, ils sont légion, cherche également à favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné. Et on se préoccupe aussi de cela. Et l'administration pénitentiaire, qui a un boulot sacrément ingrat et sacrément difficile, essaie aussi, avec beaucoup de bénévoles d'ailleurs, de favoriser la sortie du détenu. On essaie de préparer la sortie du détenu. On veut combattre la réitération. Je pense qu'il y a quand même des efforts très sérieux qui sont faits et je crois que votre constat est un peu, à mon sens, trop noir et trop pessimiste. Autre chose, je voudrais dire qu'il y a aussi une évolution en ce sens que maintenant, on arrive à concevoir l'idée de la justice restaurative. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez. C'est la justice dialogue. On a imaginé, il y a notamment une loi très récente de 2014 qui prévoit la possibilité, à certaines conditions, la possibilité de favoriser un dialogue le moment venu et dans les circonstances bien précises, un dialogue entre d'une part l'auteur de l'infraction et d'autre part la victime de l'infraction. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative, une justice plus raisonnable, plus humaine. C'est quelque chose qui est encore très expérimental, qui existe dans différents pays, notamment le Canada, les États-Unis, les pays scandinaves, etc. C'est peut-être aussi une piste de réflexion pour tenter d'humaniser notre justice. Voilà ce que je voulais dire pour nuancer un petit peu vos propos que je trouve trop sombres. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à un autre volet qui est celui de la psychiatrie. Joyce, sûrement vous le connaissez, vous avez travaillé dessus pour ce livre qui s'appelle « À la folie ». Vous avez passé du temps dans 2 établissements psychiatriques, me semble-t-il. Vous ne faites pas de parallèle ou de comparaison constante avec le milieu carcéral ou la prison, mais vous dressez quand même forcément quelques ponts que l'on peut imaginer. Justement, quels sont les rapprochements que vous pourriez faire entre le milieu carcéral et les hôpitaux psychiatriques tels que vous avez pu les voir? Parce que enfermer les gens, c'est aussi, d'une certaine manière, enfermer ceux qu'on appelle les fous, et ça revêt beaucoup de définitions. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience ? Par ailleurs, on en parlait hier soir, il y a beaucoup de gens dans les prisons qui devraient être soignés en psychiatrie. Donc, oui, c'est un passage très intéressant de votre voilà. livre, parce que généralement on pense souvent à l'inverse, et vous écrivez qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui ont aussi peut-être leur place en prison. Ah non, alors ça, je ne pense pas que les gens en hôpitaux psychiatriques aient leur place en prison. En revanche, à un moment... Mais le besoin d'un cadre. Oui, enfin, le cadre de l'hôpital psychiatrique... suffit amplement. Enfin, de toute façon, je ne suis pas du tout pour que les gens aillent en prison, comme vous l'aurez compris de manière générale. Enfin, je ne suis pas angélique au point de penser qu'il faut supprimer la prison, mais en tout cas, s'agissant de ces gens en souffrance, je ne pense pas du tout que la prison soit une solution. En revanche, il y a beaucoup de gens qu'on devrait sortir des prisons pour les soigner en psychiatrie. Mais comme la psychiatrie est dans un état aussi déplorable que les prisons, malheureusement, c'est compliqué. En revanche, il y a un personnage dans mon livre qui, justement, ça c'est assez singulier, donc un schizophrène que je rencontre à l'hôpital psychiatrique et qui a commis des actes extrêmement graves, viol de cadavres, enfin bon, des choses vraiment très noires, et qui a été déclaré irresponsable, et donc qui est enfermé en psychiatrie, et lui réclame
la prison. C'est-à-dire, quand j'avais parlé avec lui, il m'avait dit « je veux aller en prison » parce qu'en fait, il se révoltait contre le fait qu'on les déclarait irresponsables. C'est quand même, ça dit quelque chose sur la psyché humaine d'assez obscur. Il disait « je veux assumer mes actes, je ne suis pas irresponsable, je suis responsable de mes actes, donc je veux aller en prison, je n'ai rien à faire en psychiatrie », comme si on le dépossédait de son acte, aussi monstrueux soit-il. Il ne voulait pas qu'on l'en prive, quoi. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue humain, je pourrais dire, de ce que c'est que la matière humaine et de ce que c'est que la complexité de la matière humaine. Alors, les parallèles. Alors, moi, j'étais dans une unité où les gens étaient hospitalisés sous contrainte. Donc, par définition, c'était des gens qui ne voulaient pas être soignés en psychiatrie et qu'on avait enfermés de force, entre guillemets, ou sur ordre du préfet, avec deux certificats médicaux. Donc, il y a quand même un processus qui aboutit à cet enfermement, sur demande de la famille, etc. Bon, souvent à la suite de troubles à l'ordre public. Donc, voilà, des gens qui donc, pour la plupart, refusaient cet enfermement et se comparaient eux-mêmes à des prisonniers. Je raconte à un moment dans un chapitre qu'ils se voyaient même comme des prisonniers politiques, avec l'idée que, justement, ils avaient défié la société, ils étaient des troubles faits, ils disaient des vérités qui étaient impossibles à entendre et que donc on les avait enfermés et donc ils se racontaient comme des prisonniers politiques. Et moi, je fais glisser un peu la qualification et je parle d'eux comme de prisonniers sociaux, c'est-à-dire des gens qui, en effet, sont des éléments qui font dérailler, on pourrait dire, l'ordre social, qui à un moment viennent heurter cet ordre social et que donc on soustrait à la société. Parce que, alors, on les soustrait aussi, évidemment, pour les soigner. Hein. Je ne pense pas que ce soit un acte purement répressif. Mais ce qui est intéressant dans l'enfermement psychiatrique, c'est qu'on peut toujours se poser la question, qui est-ce qu'on protège ? Est-ce qu'on protège la société ou est-ce qu'on protège le patient ? Et c'est souvent, la réponse est souvent les deux, mon général. C'est-à-dire que le fou, et je le dis avec beaucoup d'affection et d'empathie, j'utilise ce terme pas du tout de manière stigmatisante, le fou est celui qui, alors déjà qui peut s'avérer violent pour les autres et pour lui-même, mais qui aussi ne s'inscrit pas justement dans un ordre du monde, dans un ordre affectif, professionnel, politique, citoyen, etc. Donc il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu difficile à regarder et donc ce sont des gens qu'on met hors de circuit, aussi pour les soigner, aussi pour les protéger, mais il faut voir cette ambiguïté-là. Et puis, on peut dire aussi, moi j'ai remarqué qu'il y avait aussi des familles qui, justement, à bout de fatigue, finissaient par demander l'internement de leurs proches, parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à assumer ce que produit la maladie, ce qu'elle produit comme délire, comme bruit, comme agressivité, comme débordement, etc. Bon, mais donc voilà, ce sont des gens qui sont enfermés comme en prison, mais je pense que le parallèle doit s'arrêter assez vite. Mais moi, ce qui m'intéresse, peut-être pour me décaler un petit peu dans le parallèle entre la prison et l'hôpital psychiatrique, ou en tout cas la question de l'enfermement, c'est comment ça nous regarde, nous la société. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on délègue aux institutions, on délègue à la justice, à la prison, on délègue à la psychiatrie, finalement, la gestion d'individus qui nous font peur, qu'on ne veut pas voir, qui nous renvoient des images anxiogènes, qui justement nous rappellent que la société peut être contestable, que l'ordre familial, l'ordre du travail peuvent être contestables, etc. Et c'est marrant parce que on entend, et je suis la première à le faire ici, on entend souvent des gens s'indigner contre le fait qu'on enferme les schizophrènes, le fait qu'on enferme les délinquants dans des mauvaises conditions, et en même temps on réclame cet enfermement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté, je trouve, de l'opinion publique là-dessus. C'est-à-dire qu'on demande de l'ordre, on demande de la sécurité, on demande de la protection, on demande aux institutions de faire ce sale boulot
qui est un boulot admirable, mais qui est aussi un sale boulot, parce que c'est quand même difficile de condamner, d'enfermer les gens, je pense. Enfin, c'est pas moi qui en parlerai le mieux ici, mais et en même temps, on a tendance aussi à s'indigner devant ces conditions. Et j'assume pour moi-même cette contradiction, c'est-à-dire que je peux m'émouvoir des conditions d'enfermement, et en même temps, je vois bien que ça m'arrange, en tant que membre de la société, de déléguer comme ça à ces institutions cette espèce de part noire et angoissante de notre humanité qu'on ne veut pas voir. Je veux dire, tous ces gens sont quand même soustraits à nos regards. Il n'y a aucune porosité entre justement ces lieux d'enfermement et la société. Hein. C'est souvent en dehors des villes, derrière des grands murs. C'est très compliqué d'y pénétrer. Moi-même, j'ai eu énormément de mal à obtenir l'autorisation de rentrer dans un service fermé de psychiatrie. Donc il y a quelque chose de la soustraction au regard de la communauté que je trouve assez problématique. Et en ce sens-là, il y a des parallèles à faire entre la prison et la psychiatrie. Et on en a parlé aussi, les historiens en ont beaucoup parlé à propos de la mort, cette façon dont, avant, la mort était dans les villes, la mort faisait partie du quotidien, la mort était sous nos yeux, et que petit à petit, on a invisibilisé la mort, on a délégué la mort, on l'a mise le plus loin possible. Car ce sont des fonctions qu'on assume de moins en moins. Voilà, finalement. oui, ce sont des fonctions qu'on assume. C'est-à-dire que cette espèce de... Des choses de la vie qu'on assume de moins en moins. Comme si toute la noirceur de la vie, et que le progrès, entre guillemets, de la civilisation, c'était aussi essayer de plus voir cette noirceur de la vie. Et la violence dont vous disiez tous les deux, la société est de plus en plus violente. Moi, je ne le crois pas. Hein. Je ne pense pas qu'au Moyen-Âge, la société était moins violente. Je ne pense pas du tout que la société soit plus violente. Je pense que notre intolérance à la violence est beaucoup plus grande, que nous ne tolérons plus la violence, et nous avons sans doute bien raison, mais je pense que c'est une histoire de perception, c'est une histoire de rapport à la violence. Je pense que la violence, elle a toujours été là, et à mon avis, la société est plutôt moins violente. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle n'est plus au cœur de nos vies, et on la tolère de moins en moins, on la trouve absolument inadmissible, on veut la contrôler. Voilà, il ne s'agit pas de dire qu'on a tort et qu'il faut la laisser exploser, mais je pense qu'il faut penser en termes de perception autant que de réalité des chiffres. Messieurs, sur la question de la psychiatrie, de l'irresponsabilité pénale, là encore, on ne va pas refaire toute la jurisprudence, mais c'est un débat qui ressort régulièrement, généralement à l'occasion de faits divers tragiques. Faut-il juger les fous ? Comment se positionne le système judiciaire français ? J'avais répondu positivement. On jugeait les fous, on jugeait même les animaux. Alors après, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Sur la psychiatrie, la société délègue, mais ça veut dire quoi, la société délègue? Forcément, la société délègue les maladies et les malades aux médecins parce qu'ils sont réputés compétents dans leur structure pour y apporter un remède. Bien sûr, il faut toujours vérifier qu'il ne soit pas pire que le mal, mais enfin, c'est ça. Eh bien, à qui délègue-t-on les problèmes psychiatriques lourds? C'est de cela dont il s'agit. Il y en a plein d'autres, compte tenu de la dureté des temps. Parce que les temps sont devenus plus durs, ils sont non seulement devenus plus violents, je le maintiens, mais ils sont devenus plus durs qu'à l'époque où la France était une immense ruralité, où les gens vivaient dans leur proximité familiale. Le nombre d'homicides diminue quand même régulièrement. Vivait dans la cuisine quand elle était, et puis elle finissait par y mourir. Ça, c'est encore les années 50. On tue quand même moins en France maintenant qu'il y a quelques décennies. Pardon ? On se tue moins maintenant en France qu'il y a quelques décennies. Il y a moins le nombre d'homicides baisse. Non. Vous devriez vérifier vos chiffres. Ces 2 dernières années, c'est la remontée sur un temps long, sur un temps plus long que les 2 dernières années. Ah ben, c'est sûr que par rapport à l'époque de la Cour des Miracles où on ne pouvait pas traverser ce qui est le quartier du Marais de Paris, là maintenant on n'avait aucune chance d'en ressortir vivant. Il faut toujours comparer des choses qui sont comparables. Vous allez dire, il y a des maladies nosocomiales à l'hôpital, donc je n'y vais pas, au motif qu'on a quand même moins de morts que pendant la
la peste bubonique sous Louis XIV, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait 18 millions d'habitants dans le royaume de France et il y a eu 6 millions de morts. Un tiers de la population a disparu. Alors, on va comparer ça maintenant avec le Covid, donc les comparaisons n'est pas raison. Sur la psychiatrie, j'y reviens. D'abord, les internements d'office, les placements d'office, ce sont des médecins psychiatres qui, après un examen, en décident du bien fondé ou du mal fondé sous le contrôle de l'autorité préfectorale. C'est le préfet qui demande ça. Pourquoi pas par plaisir de vouloir priver de liberté quelqu'un? C'est parce qu'on estime que soit il est dangereux pour lui-même, et s'il se nuit à lui-même, on va se retourner contre l'autorité qui n'aura pas fait ce qui est nécessaire, ou alors il est dangereux pour les autres. Et il est toujours dangereux et risqué de prendre de paris sur la vie des autres. Ça, c'est l'intellectualisme. Deuxième chose, pour les gens qui sont déclarés irresponsables de leurs actes, c'est parce que, depuis quand même un certain nombre de décennies, voire de siècles, on ne juge plus les aliénés. Quelqu'un qui est irresponsable de ses actes, eh bien, par définition, il s'est la plupart du temps manifesté par des comportements violents, voire extrêmement violents à l'égard des autres. Eh bien, on va essayer de le soigner avec toutes les difficultés, là aussi, de l'entreprise. C'est pour cette raison-là qu'il y a cette irresponsabilité pénale. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il y a des gens, ce sont les agents de l'administration pénitentiaire qui en font les premiers frais, qui feraient mieux d'être pris en charge par une institution psychiatrique tout en étant responsables de leurs actes, plutôt que dans un établissement pénitentiaire, d'accord. Mais quand on a une institution psychiatrique qui est partie, elle, complètement à l'abandon, là, ces 15 ou ces 20 dernières années, et qu'il n'y a plus de place, après, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez laisser la personne dans la rue alors qu'elle est irresponsable de ses actes, qu'elle va faire n'importe quoi. Et si l'un de vos proches est attaqué par une personne de ce type-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retourner contre les autorités qui n'ont pas fait leur métier. Et dans le domaine de la prison, comme dans le domaine de la psychiatrie, la justice ne fait pas, et les juges ne font pas ça par sadisme ou par une application d'un espèce de catéchisme de la lutte des classes, je vous le dis comme je le pense, en disant celui-là il était pauvre, eh bien sa dangerosité ça fait rien, elle passe avec l'eau du bain. On est confronté à des problèmes extrêmement difficiles. La seule chose sur laquelle j'estime moi que les juges n'avaient pas à y mettre les pieds, c'est une réforme de Nicolas Sarkozy, je crois, après l'affaire des infirmières de Pau qui ont été assassinées là, par leurs malades dans tous les sens du terme. C'est de dire que maintenant, les établissements psychiatriques vont être contrôlés par l'institution judiciaire. J'ai déjà du mal à rendre la justice, qui est une institution, Thierry Moser l'a rappelé, terriblement humaine, donc forcément imparfaite. Mais comment, moi, je vais juger? Je juge sur des procès-verbaux, sur des constatations, sur des expertises, dans des domaines où je n'ai pas été formé pour, la médecine légale, la téléphonie mobile, l'informatique, les crypto-monnaies et je ne sais trop quoi d'autre. Je juge également au vu des rapports d'expertise, donc des médecins psychiatres, si quelqu'un est responsable ou pas responsable de ses actes, et s'il est responsable, s'il a une atténuation de responsabilité au regard de ses difficultés psychologiques. Mais après, d'aller voir maintenant dans les hôpitaux psychiatriques, puisque c'est le juge des détentions et de la liberté qui va vérifier ça, d'aller voir dans les établissements psychiatriques pour savoir si celui-là, je mets des guillemets, est assez fou pour rester interné ou s'il ne l'est pas et qu'il peut sortir, sur quoi je vais me baser? Je vais me baser sur des rapports d'expertise psychiatrique.
une nouvelle fois. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Thierry Moser, dans le cadre de votre activité professionnelle d'avocat, dans vous avez été confronté à des cas d'irresponsabilité pénale prononcée ? Oui, absolument. Il faut que je vous fasse un aveu douloureux, oui, un peu. En 1995, je plaidais devant la cour d'assises d'Épinal. Et dans le box des accusés, il y avait un jeune homme dont le prénom était Samuel. Samuel avait 19 ou 20 ans. Samuel avait à l'évidence des problèmes psychologiques ou psychiatriques Samuel avait violé et assassiné une dame de 75 ans. Et 15 jours après avoir commis ce crime épouvantable, il va s'introduire au domicile une professeure d'espagnol, et il va l'assassiner. Il passe aux assises à l'issue d'une instruction. Et dans le temps de l'instruction, évidemment, des experts psychiatres, plusieurs, 5, 6, se sont penchés sur la situation psychiatrique de ce jeune homme de 20 ans, à peine majeur, et s'interrogeaient sur son degré de responsabilité pénale. Alors, comme disait Gilbert à l'instant, soit l'expert admet une atténuation, une altération du discernement, auquel cas on peut juger l'individu, mais il faut tenir compte de l'altération du discernement pour accorder une once d'indulgence, soit les experts retiennent l'abolition du discernement, la suppression totale, l'inexistence du discernement, auquel cas la personne relève non plus de la justice pénale, mais du corps médical. Bon. S'agissant de ce garçon, Samuel, plusieurs expertises, allant d'ailleurs dans des sens différents. Les experts n'étaient pas tous d'accord entre eux, il y avait des opinions divergentes, et finalement la justice a estimé que ce garçon avait à tout le moins une altération du discernement, mais non pas une abolition. Vous me suivez ? Bon, donc on pouvait le juger. Moi, j'étais partie civile pour les familles des deux victimes. Et évidemment, en tant que partie civile, mon souci était notamment de donner satisfaction aux familles pour lesquelles je plaidais, les victimes. Et évidemment, ces victimes, disons les choses clairement sans tourner autour du pot, voulaient une sanction la plus lourde possible. Cette sanction a été effectivement ordonnée par la Cour d'assises d'Épinal, qui donc a suivi le point de vue de l'avocat général, donc le procureur, si vous voulez, et de moi-même. Et effectivement, la décision était très très lourde et très sévère là. C'était la sanction maxima. Alors d'un côté, j'étais évidemment, et c'est là que j'ai un cas de conscience, j'étais satisfait d'avoir donné satisfaction à mes mandants, aux familles des victimes, mais d'un autre côté, au fond de moi-même, je me disais, mais sacré bleu, est-ce que c'est de la bonne justice ? Est-ce que ce garçon, dont le discernement est au minimum altéré, est-ce qu'il ne fallait pas au moins lui accorder une once d'indulgence ? Et voyez, je vous raconte ce procès de 1995, 30 ans pratiquement ont passé, j'y pense encore. Je ne dis pas que j'y pense tous les jours, il ne faut pas exagérer, mais disons, ça me pose problème. Certes, l'avocat de la partie civile que j'étais était satisfait d'avoir contenté ses clients, mais de l'autre, eh bien, je me pose encore des questions, et je vous rejoins quand vous dites effectivement, dans les établissements de contention, enfin carcéral, il y a souvent trop de personnes qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques, et on se demande s'ils peuvent recevoir de l'administration les soins adéquats pour que, une fois la peine expirée, ils puissent redémarrer dans l'existence. Voilà ce que je peux dire. Merci. Joyce Armand, une dernière question. On prendra les questions du public après. Ces dernières années, il y a beaucoup de changements, chaînes d'infos en continu, réseaux sociaux, d'une certaine manière populisme. Est-ce que vous ressentez une forme de pression faite sur la justice pour juger plus vite, plus largement et plus sévèrement ? Alors, je suis très mal placée pour répondre à cette question. D'abord parce que on la posera à nos deux autres invités. D'abord parce que je ne pratique pas les réseaux sociaux. Ensuite parce que je suis pas une spécialiste. Hein, je suis une auteure de littérature. Donc, mais ce qui m'intéresse dans votre question, c'est celle de l'opinion publique.
Vous savez, Bourdieu disait l'opinion publique, ça n'existe pas. C'est une réalité fabriquée par un système médiatique, par une interprétation politique. Voilà, c'est un récit, un storytelling, on dirait aujourd'hui, qui est fabriqué par différents pouvoirs, par différents canaux, et qui nous fait croire que quelque chose existe d'intangible, qu'aurait une autorité, qui serait l'opinion publique, ce que pensent les gens. Déjà, pour moi, quand on dit les gens, les Français, c'est en ce sens-là que la littérature, c'est le contraire de la politique, c'est-à-dire que la littérature parle toujours au singulier, parle de vie, de chair, d'existence incarnée, va regarder dans le détail. Le discours politique, c'est le discours qui commence ses phrases par les Français. Les Français, ça n'existe pas. L'opinion publique, je pense en effet que ça n'existe pas en soi. Ça existe dans le sens où c'est une arme politique, ça a des effets, c'est manipulé comme un concept, etc. Mais je ne pense pas que l'opinion publique émane précisément du public, émane des citoyens. Et c'est vrai qu'on raconte que l'opinion publique demande plus de sévérité, que l'opinion publique considère que la justice est laxiste, ce qu'elle n'est vraiment pas. Que l'opinion publique, justement, vous parliez des propos de Sarkozy à l'époque, que l'opinion publique pense qu'il faut enfermer les fous parce qu'ils sont dangereux, etc. Et donc on se sert de cet outil de l'opinion publique, en effet, pour mener des politiques, pour envoyer des instructions, par exemple, de sévérité au parquet, pour demander aux hôpitaux psychiatriques de prendre en charge des individus qui sont en souffrance sociale. Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, là, j'étais étonnée parce que les médecins me montraient qu'ils recevaient régulièrement des lettres que le préfet leur faisait suivre, qui étaient en fait des lettres de désespérés. Par exemple, je me souviens d'une femme qui était surendettée et qui avait écrit au président de la République « Je suis surendettée, si on n'annule pas ma dette, je vais me suicider ». Et donc la lettre était passée alors bien sûr qu'il y a quelque chose d'un peu excessif, peut-être un peu déconnant d'écrire au président de la République pour dire ça, mais la lettre était transférée au préfet, et le préfet disait à l'hôpital psychiatrique, je suis désolée, je vais un peu sur le côté, mais je reviens à mon propos. Et donc le préfet disait, elle menace de suicider, donc c'est une dingue, donc c'est pour vous. Et donc cette personne qui en fait était en grande difficulté sociale se retrouvait en hôpital psychiatrique parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et donc ça, au nom de cette espèce de chimère de l'opinion publique manipulée, mais pas au sens complotiste, hein, comme on manipule une matière, par les politiques, avec l'idée aussi que l'opinion publique attendrait quelque chose, attendrait de la sévérité, que c'est aussi comme ça que se fait la politique, l'idée qu'il faut satisfaire un corps électoral, et donc on se fait une idée du corps électoral, et s'en faisant une idée, on le fabrique en fait, ce corps électoral, et c'est une espèce de cercle vicieux de la poule et de l'œuf, on ne sait pas où ça commence, mais en tout cas, il est vrai que souvent on entend cette phrase, l'opinion publique demande plus de sévérité, et donc on est plus sévère pour satisfaire l'opinion publique. Et pour moi, cette phrase, elle est hors sol, quoi. Elle correspond à aucune réalité. Et je pense que les réseaux sociaux, en effet, peuvent accentuer cette espèce de baudruche de l'opinion publique qu'on utilise finalement selon ses propres intérêts. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit l'opinion publique qui décide d'une politique pénale ou d'une politique de santé. Et je pense qu'il faudrait que les citoyens aient davantage leur mot à dire, mais les citoyens, ce n'est pas l'opinion publique précisément. Gilles Bertil, sur cette question de l'étanchéité du magistrat ou de la justice de manière générale à ce qui se passe autour. Je crois que c'est Robert Badinter qui disait quand l'opinion publique rentre dans un prétoire, c'est une fille publique, il faut l'enchasser. Parce que le magistrat ne vit pas complètement dans sa bulle, c'est bien certain. Et je rejoins ce que vous dites, les gens, c'est qui ? Les Français, c'est qui ? Mais je rajouterais même le peuple, c'est qui ? Donc, les politiques qui sont, eux, parfaitement soumis à l'opinion publique, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais dont l'élection va dépendre des suffrages,
il le regarde attentivement. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe après, c'est que ceux qui font la loi la font quand même avec les résonances de ce que pense le peuple, les gens, les Français. Et on est bien obligé de constater que depuis, on va dire, la fin des années 80, début des années 90, on a eu un durcissement de la législation. Et c'est un peu, en quelque sorte, un mouvement de balancier. Avant, on avait le bagne, qui était quand même un mode d'enfermement avec les travaux forcés à perpétuité. Vous savez que c'est le général de Gaulle qui, en 1960, a rendu une ordonnance pour mettre fin à la déportation, c'est-à-dire qu'on envoie les prisonniers dans les îles. La relégation, celle qui faisait si peur à Landru, à tel point qu'il a participé activement à la disparition de 11 jeunes femmes et puis d'un mineur, parce que lui, il entourait, déjà c'était un escroc, Landru au départ. Donc pour éviter tout risque d'être dénoncé, il est passé au stade final. Donc, on a eu ce mouvement un peu de reflux, il n'y avait plus les peines corporelles, il n'y avait plus les châtiments corporels, on a même supprimé le travail forcé, les travaux forcés à perpétuité ou à temps. Donc, on a reflué dans le degré de sévérité, ou plus exactement d'inhumanité des peines. Et puis maintenant, on voit très bien que depuis les années 90, avec la rétention de sûreté, avec la peine de perpétuité réelle qui a été votée, je crois, en 1994, après le meurtre d'une gamine de 7 ans par un tueur en série qui s'appelait Patrick Tissier, on voit très bien que la loi, et c'est le seul guide du magistrat. Alors il faut l'appliquer. Il y a la loi qui est générale et qui vise des situations non individualisées, la nécessaire individualisation de la peine. Mais quand même, la règle minimale du magistrat, c'est de respecter la loi. Alors on est bien obligé de constater que depuis le milieu de la décennie 1990, on va vers un durcissement de la répression. On va vers un durcissement de la répression, avec notamment maintenant la peine perpétuelle incompressible, la perpétuité réelle, parce qu'on a un vrai problème dans la justice. On dit, d'ailleurs, ça commence par l'administration pénitentiaire, qui considère comme des détenus des gens qui n'ont pas mis un jour leurs pieds en prison, avec quand même 100 000 peines non exécutées sur chaque année, faute de moyens. Alors, après, chacun fait ses choix quelque part, et c'est bien normal, parce que la justice est une institution humaine. Mais il y en a qui appellent ça les Français, l'opinion publique, le peuple, etc. Et on trouve toujours des justifications à telle pensée ou à telle autre, et c'est valable pour tout le monde. Simplement, la seule chose qui reste, parce que c'est peut-être aussi la volonté populaire quelque part, en tout cas ce sont les députés qui la font, ils la font peut-être mal, de la même façon que les juges jugent peut-être mal et que les psychiatres expertisent peut-être mal, et pour arriver à la fin des haricots que les avocats défendent mal, mais c'est le seul système qu'on ait trouvé. Après, le reste, pour moi, je le dis comme je le pense, c'est de l'idéologie désincarnée. Il n'en demeure pas moins vrai que la police, qui parfois peut déraper, est là pour assurer la sécurité publique, la justice est là pour juger les auteurs d'infractions, les avocats sont là pour les défendre, les psychiatres sont là pour faire des bilans, et si chacun fait du mieux qu'il peut avec éventuellement quelques compétences, eh bien, le système ne dysfonctionnera pas trop par rapport à ce qui fonctionne dans la plupart des autres pays de la planète. Rapidement, on va prendre des questions de la salle rapidement, Thierry Moser. Je crois que nous sommes en phase tous les trois sur ce thème qui vient d'être abordé. Je voudrais simplement répéter ce que je disais tantôt. J'aimerais bien que dans notre beau pays, il y ait plus d'égalité, plus de justice sociale. Et je crois que si tel était le cas, il y aurait moins d'aigreur de certains citoyens, moins de ressentiment, moins de désir de revanche,
peut-être moins de délinquance et partant, il y aurait moins de problèmes afférents au traitement de la délinquance. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, place aux questions. Allons-y, y a-t-il des questions dans la salle? Madame. Attendez, faut que je me lève. Ah oui, ça c'est bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci pour ces explications sur la justice. Mais moi, la justice, elle me laisse un goût amer dans la bouche. Le 30 décembre 2018, j'étais chez une de mes mères, pas à Thionville, mais à côté. Et une jeune femme de 27 ans m'a tabassé à coups de pied, à coups de poing. Photo des hématomes à l'appui et certificat médical, 6 jours d'ITT. J'ai donc porté tout ça à la police. J'ai été épaulée par la TAF, donc l'aide thionvilloise aux victimes. Et c'est pas passé au tribunal, donc affaire classée, je suppose. Parce que paraît-il à l'époque, là, il y avait les gilets jaunes et ça faisait le bordel. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a rien eu. Donc je suis avec mes séquelles légères quand même, mais disons que la personne avait quand même du fric. Celle qui m'a tabassé. Merci. Madame, j'entends bien. Je ne peux pas répondre sur des cas individuels. Ce n'est pas à vous que je m'adresse en premier lieu. Mais bon, je ne connais pas. Je ne pense pas avoir dit que la justice fonctionnait parfaitement, ni la police. Sinon, de toute façon, ce sera un éternel débat. Alors des fois, et ça semble être votre cas, elle est complètement défaillante. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de dire démontre à l'évidence qu'on ne peut pas considérer que la justice n'est pas laxiste. Alors là, c'est même plus du laxisme, c'est du déni de justice, puisque vous êtes une citoyenne, vous avez le droit de vous adresser à la police et à la justice de votre pays, charge à elle de remplir leur office. La police en faisant une enquête et la justice en statuant sur l'état d'un dossier en disant qui est l'auteur et qui est la victime, ou au moins qui est la victime et on n'a pas retrouvé l'auteur. Donc ce qui se passe là, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est complètement inadmissible. Voilà, si j'ai tous les éléments en main. Je ne sais pas, c'est possible. Alors mettons tout ça sur le seul... Monsieur à gauche et puis ensuite monsieur. Dans le seul panier de la justice, je veux bien, mais je vous dis, je ne connais pas l'affaire, donc vous voyez bien que dès que j'avance quelque chose, ça peut être démenti par vous-même. Monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais qu'on aborde un thème qui n'avait pas été abordé aujourd'hui et qui est aujourd'hui une priorité en matière de poursuite judiciaire, qui est le problème des violences familiales. Et pour le rattacher au thème d'aujourd'hui, a-t-on le droit d'enfermer les autres ? On sait que la justice, c'est une priorité. Les juridictions sont encombrées par ce type de procédure. Et c'est d'ailleurs une priorité des parquets de poursuivre dès l'instant qu'il y a des violences familiales. Donc la question qui se pose, et Mme Sorman, je voudrais aussi avoir votre position sur ce point, parce que c'est quand même un contentieux qui frappe toutes les catégories sociales de notre société. Ça ne frappe pas que les bourgeois, ça ne frappe pas que les pauvres, ça frappe tout le monde, puisqu'il suffit d'ouvrir les journaux, de lire les journaux pour voir que des députés, des médecins, des avocats peuvent être amenés à être en garde à vue pour ce type de contentieux. Donc, on a essayé de mettre en place, je dirais, un système pour éviter l'incarcération, qui est le bracelet anti-rapprochement, mais je voudrais que vous me disiez quelle est votre position sur la détention, sur la manière dont il faut réagir par rapport à ces violences familiales qui ont parfois des conséquences qui sont gravissimes, puisque on sait que, et ça a été malheureusement le cas de la mise en cause de la responsabilité de l'État, où des personnes avaient été remises en liberté, et 3 ou 4 jours après, ça s'est fini par un féminicide. Et notre secteur a été malheureusement, avec la ville d'Hayange, un des premiers cas de féminicide qui est actuellement à l'instruction à Metz. Thierry Moser, un mot peut-être là-dessus. Moi, je pense que c'est un problème complexe. Je pense qu'il faut à la fois de la répression, de la fermeté judiciaire, mais en même temps peut-être de l'éducation. Alors, je crois savoir que on peut aussi obliger
un mari ou un compagnon brutal, je crois qu'on peut l'obliger, me semble-t-il, je ne suis pas très versé dans ces questions, je crois qu'on peut l'obliger à faire un stage de conjugalité ou que sais-je. Il faut, me semble-t-il, mais je répète, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, il faut, me semble-t-il, à la fois de la fermeté, de la répression, mais aussi de l'éducation, de la pédagogie. Voilà ce que je peux vous dire, mais ma réponse me semble bien incomplète, et ma réponse est celle de quelqu'un qui n'a pas, dans ce domaine très précis, beaucoup de connaissances, pardonnez-moi. Mais nos institutions ont peut-être du mal à basculer vite sur des nouvelles problématiques, peut-être. Oui, le problème, je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit des deux côtés de la barre, sauf que l'éducation, les stages, etc., tout ça ne peut avoir un résultat positif qu'à terme. Or, la justice, elle est confrontée à l'urgence et au cas que vous citez, elle intervient malheureusement après la catastrophe. Alors, il y a sans doute une question de formation. Les Espagnols ont fait d'énormes progrès dans le traitement de ce type de criminalité. Simplement, il va peut-être falloir aussi un peu faire le toilettage des lois et le toilettage de la culture des magistrats. Lorsqu'une femme est battue, c'est elle qui quitte le domicile conjugal. La justice n'a pas les moyens de faire partir l'auteur des violences du domicile conjugal. Donc il y a tout un système d'encadrement qui devrait être mis en place et qui est encore largement insuffisant. Pour le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement, il faut utiliser la technologie, mais là, il y a encore une question des moyens que l'État donne. Je me souviens quand j'étais à la métropole du Grand Nancy, donc ça date des dernières années de la décennie 2010, eh bien, les téléphones grave danger, il y en avait quelques dizaines qui se battaient en duel sur le territoire national, et on sollicitait qui pour acheter ces appareils-là? On sollicitait les collectivités territoriales. Donc il y a une chose qu'il faut remettre, il faut remettre l'église au milieu du village. Les fonctions régaliennes de l'État, à savoir la justice, la police dans son versant judiciaire, ça relève de l'État et pas du bon vouloir ou du mauvais vouloir de telle collectivité territoriale. Donc, c'est un des mots de la justice. J'en reviens à ce que vous disiez, les réseaux sociaux, oui, je traduis à ma façon, pour moi, c'est de la merde, mais ça veut dire quoi? Est-ce que pour autant, ceux qui réclament une plus grande célérité de la justice, on n'aura pas de mal à faire mieux que maintenant, parce qu'il y a une question de délai de traitement des affaires qui est absolument considérable. Donc, il faut essayer de prendre pourquoi les observations qui nous sont faites sont les plus, nous paraissent les plus adaptées pour comment on appelle, le laxisme judiciaire qui est prêté à l'institution. Je crois qu'on peut en discuter à l'infini. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les peines qui sont prononcées sont adaptées aux catégories de délinquance. Mais enfin, vous savez, pour aller en détention provisoire, là je parle que de la détention provisoire, donc pas de la peine, mais il faut déjà avoir fait des choses extrêmement graves, ou alors être multirécidiviste ou multiréitérant. Parce que moi, j'ai vu des gens, et ça ne date pas d'hier, et c'est encore pire maintenant, qui ont 15, 16 condamnations à leur casier judiciaire, ils n'ont pas fait un jour de prison. Alors, après, c'est un peu comme l'éducation des gosses, chacun fait comme il l'entend, chacun fait comme il peut le faire. Vous pouvez avoir des parents qui ne sont pas du tout répressifs, mais qui ne pètent pas les plombs devant le manque de limites de leur enfant. Vous en avez d'autres qui sont plus répressifs et qui assument un certain nombre de sanctions pour leurs enfants. Mais il y a une chose qui est pire que tout, ce sont les parents qui disent à leur enfant « La prochaine fois que tu fais ça, tu vas voir ». Et l'enfant ne voit jamais.
Alors, c'est la plus mauvaise éducation qu'on peut donner. Eh bien, je ferai la comparaison avec la justice, avec les sursis mis à l'épreuve. Quand vous avez quelqu'un qui vient pour la 15e fois devant une juridiction, eh bien, je pense qu'un juge normalement constitué doit sanctionner par une mesure immédiate. Merci, on a une question à gauche. Tout d'abord, merci pour la qualité de votre table ronde. Moi, je voulais vous poser une question par rapport au ministre, pas actuel, hein, mais d'ordre global. Je préfère pas. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir un avocat ou un juge au ministère? Vous avez eu Badinter en tant qu'ancien professionnel, il y a eu Arpaillange, il y a maintenant Dupond-Moretti, donc c'est pas politique. Est-ce que pour vous c'est un avantage d'avoir quelqu'un qui s'y connaît au ministère? On a eu des médecins aussi, encore récemment, qui étaient ministres de la Santé. Ce n'est pas forcément les meilleurs médecins. Théoriquement, ils devraient avoir un avantage puisqu'ils connaissent le fonctionnement des institutions. Eh bien, pareil, ce n'est pas toujours un avantage. Ça peut même parfois être un grave inconvénient que d'avoir un avocat comme ministre de la Justice. Et tout le monde a compris que je ne parlais pas de Robert Badinter. Quand on a eu l'ancien procureur général de Paris, Arpaillange, tout le monde se fout encore de sa gueule parce qu'il avait dit à un moment qu'il y avait eu, je ne sais plus, 18 ou 25 évasions dans l'année et qu'on avait arrêté 27 évadés. En disant, mais ce type-là est complètement allumé. Non, simplement, des fois les choses les plus simples n'arrivent pas à rentrer dans les esprits et restent un peu comme des légendes. Vous comptabilisez les évadés année par année, du 1er janvier au 31 décembre. Mais si vous arrêtez deux types le 7 février qui étaient évadés depuis l'année d'avant, donc vous arrêtez forcément plus d'évadés qu'il n'y a eu d'évasion. Donc, qu'on regarde avec un petit peu de bienveillance ce que font les uns et les autres, mais les bons politiques, ce sont des gens qui ont forcément une culture générale de la généralité et notamment dans le domaine financier qui soit d'excellente qualité. Et puis pour le reste, ça n'a pas grande importance. D'ailleurs, Badinter disait que son grand regret, c'est que quand il a été ministre de la Justice du gouvernement Roy, eh bien, son grand regret, c'était de ne pas s'être battu suffisamment pour donner au budget de la justice l'ampleur qu'il méritait. Et on voit qu'on en est, malgré les rodomontades de Maître Dupond-Moretti, on n'est toujours pas à la hauteur des besoins d'une institution qui devrait être une institution majeure de la République, même si ces dysfonctionnements sont notoires. Thierry Moser, un avis sur votre ancien confrère maintenant Plaisant? Non, je souscris. Ce que je voudrais peut-être dire, mais cela, je ne réponds pas directement à la question qui a été posée. Je dirais qu'il faut, pour être efficient, il ne faut pas nécessairement être un spécialiste. Et ce qui m'a frappé dans ma vie d'avocat, j'ai rencontré plus d'une fois des magistrats qui n'avaient pas toujours été magistrats dans leur existence, qui avaient précédemment, avant d'être magistrats, ils avaient assumé d'autres fonctions, d'autres responsabilités, ils avaient une ouverture d'esprit, ils étaient, comment dirais-je, oui, très axés sur les questions de la réalité, et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment le tremplin pour devenir un bon magistrat. Non pas seulement faire l'école de la magistrature, mais également avoir, dans d'autres domaines que la magistrature, une certaine expérience de vie ou professionnelle avant d'embrasser ce beau et difficile métier du magistrat. Voilà, ce n'est pas directement votre question, mais il y a certaines analogies, me semble-t-il. Merci, on va prendre deux dernières questions, peut-être. Allons-y. Oui, bonjour. Merci déjà pour ce débat. C'est peut-être plus une réflexion et j'aurais voulu avoir votre avis. On parle beaucoup de répression, de réaction face à des actes, qui le méritent ou non, c'est pas ce que je veux dire, mais quid de la prévention? Enfin, beaucoup d'études longitudinales, beaucoup de recherches maintenant, et même James Heckman, qui a été prix Nobel économie, le disait, enfin, d'investir sur
développement des compétences psychosociales pour les enfants et les professionnels des enfants. Donc voilà, les compétences psychosociales qui sont nommées par l'OMS, qui doivent être enseignées à l'école, etc. On parle d'empathie, on parle de l'esprit critique, on parle du respect de soi, de la conscience de soi, la conscience de l'autre. Est-ce que ça participerait pas? Alors j'entendais, Monsieur Thiel, vous parliez d'immédiateté, qui est effectivement une réaction à avoir face à un acte là. Mais est-ce qu'effectivement, voilà, à l'étude, on va dire sur 20-30 ans, est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même à un moment de se poser la question de la prévention plutôt que d'être toujours dans la réaction? Mais madame, vous avez 1000 fois raison. D'ailleurs, la protection judiciaire de la jeunesse dépend du ministère de la Justice. Et là, ça a toujours été le parent pauvre, parce que l'opinion publique pèse davantage sur les politiques en termes de répression, donc en termes de places de prison, même si ça ne s'est pas traduit véritablement dans la réalité des faits. Ça s'est traduit surtout dans les dispositions législatives qui ont été prises. Et le parent pauvre, c'est la répression. Et effectivement, il est toujours préférable de prévenir le mal que de le guérir. Et c'est valable dans le cadre de l'institution judiciaire. Et là aussi, il y a un retard absolument considérable, de la même façon qu'il y a un retard considérable en termes de volume des psychiatres et des psychologues à l'intérieur des prisons et des assistantes sociales dans ce domaine-là ou dans le domaine de la violence faite aux femmes. Simplement, on est dans un pays où on considère toujours qu'il faut aller au plus court. Alors, je disais effectivement que la situation d'urgence, c'est celle du crime et des trucs, mais il y a tout ce qui est en amont et qui fait partie intégralement de la justice. Et je rejoins ce qui a été dit de la part de mes contradicteurs ou co-débatteurs plus exactement. Bien évidemment que l'éducation, bien évidemment que la justice au sein de l'institution sociale, au sein de la société, est primordiale. Simplement, il ne faut pas demander à la justice de résoudre des problèmes qui ne sont pas de sa sphère de compétences. Après, le reste suivra. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire, finalement, ou de sous-entendre, vous jugez que les prolos, vous jugez que les pauvres. D'abord, ce n'est pas vrai. Et puis, c'est sûr que les gens qui sont en difficulté ont forcément plus de tentation de succomber à la facilité de l'agression, du vol. Et puis, pour le reste, on a cité les violences faites aux femmes, mais je vais vous en citer un autre, domaine de la criminalité, la pédophilie. Eh bien, malheureusement, elle est très équitablement répartie dans les différentes classes sociales. Merci. Une toute dernière question peut-être? Merci et bonjour. Oui. Je voulais vous demander si, selon vous, une peine d'emprisonnement, l'objectif principal d'une peine d'emprisonnement est-il d'écarter un individu dangereux de la société ou bien sa punition, sa rétribution? Et je pense notamment aux crimes et aux délits en col blanc, notamment par exemple des délits financiers ou d'évasion fiscale. Une peine de prison ferme pour ce type de délit est-elle pertinente? Merci. Moi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, la sanction pénale a plusieurs finalités. Alors pendant longtemps, la seule finalité, c'était l'expiation, la neutralisation, la rétribution, donner satisfaction à la partie civile. Et je disais tout à l'heure que depuis quelques années, on a acquis une autre conception de la sanction pénale, à savoir de réparation, de réinsertion, d'insertion, de réparation. C'est intéressant. Je disais 3 mots de la justice restaurative. On n'a pas eu le temps de développer davantage. Voilà, donc il y a plusieurs finalités. Et je crois qu'il faut évidemment s'adapter au cas par cas, en fonction de la nature de l'infraction, en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction. C'est vraiment la justice. Les juges doivent faire du sur-mesure. Et c'est un métier sacrément complexe, difficile. Mais il faut faire du sur-mesure pour tenter d'arriver à l'individualisation de la sanction, comme disait Gilbert à l'instant. Et je souhaite qu'on donne aux magistrats et aux personnes judiciaires des moyens suffisants pour remplir cette difficile mission.
je réponds à votre question. La première chose, c'est de mettre hors d'état de nuire celui qui est nuisible aux personnes qui composent la société. Gravement nuisible, c'est pas celui qui va lui piquer son paquet de cigarettes. Donc, mise à l'écart de la société pour des gens à temps ou pour une durée plus ou moins longue, en fonction des risques qu'ils font encourir aux autres. Après, pour la délinquance financière, je suis un peu à l'aise pour répondre sur cette question, parce que lorsque j'étais juge d'instruction à Nancy, j'ai mis en prison le maire de Toul, qui était le premier élu pour des faits de corruption, qui était le premier élu depuis la Libération, vous m'entendez bien, depuis la Libération, à connaître les rigueurs du système carcéral. Et après, il y a eu le numéro 2 du groupe Cora, enfin bref, il y en a eu un certain nombre. Je ne dis pas ça pour m'en flatter, m'en valoriser si peu que ce soit, mais si on décide demain que la détention provisoire ou après les peines d'emprisonnement ne sont plus adaptées à la délinquance économique et financière et aux faits de corruption, il faut savoir vers quoi on s'engage, hein, parce qu'il y a des pays tels l'Italie. Vous savez, c'est pas la mafia, c'est l'Italie, et la corruption, c'est l'Afrique. Ça nous atteint aussi. Mais si demain le législateur décide de ne pas prévoir la possibilité d'emprisonner quelqu'un, soit à titre de la détention provisoire, soit à titre d'une peine des délinquants économiques et financiers, eh bien qu'il le fasse, mais il ne le fera jamais. Parce que le jour où il le ferait, si tant est que ce soit bien, ce que je ne pense pas, mais le jour où il le ferait, on aurait immédiatement une levée de bouclier qui viendrait dire, vous voyez bien que la prison est réservée aux pauvres. Et les richards qui s'en mettent plein les poches, eh bien, ils sont exempts de toute véritable sanction. Parce que dans l'esprit des gens, on peut le regretter, mais la véritable sanction, c'est la prison. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir débattu, c'était très agréable. Merci à vous d'être venus. Bonne journée, bonne suite de festival.